Le calme véritable est rare. C'est une lucidité qui demeure, même quand tout autour cherche à vous faire perdre pied. Quand quelqu'un hurle, quand la menace s'impose, quand quelque chose en vous veut réagir, exploser, fuir. Et malgré tout, vous ne cédez pas à l'impulsion. Vous restez entier. Mais d'où vient ce calme? Car garder son calme dans un conflit n'est pas qu'une compétence, c'est une manière d'être au monde. Un état qui ne s'improvise pas, il se construit. L'esprit humain, selon Carl Jung, est composé de couches, certaines visibles, d'autres souterraines. Et quand ces couches s'entrechoquent, ce qui surgit, c'est la tension. Colère, peur, ressentiment. Le calme que nous cherchons dans les moments critiques ne réside pas dans le contrôle des émotions, mais dans la manière dont nous nous relions à elles. Et c'est là que la transformation a lieu. Lorsque la conscience parvient à soutenir le regard, même face à ce qu'elle préférerait ne jamais voir. La psychologie jungienne nous offre une boussole. Elle parle d'archétypes, d'ombres, de tensions des contraires, de l'inconscient comme partie vivante de l'expérience. Ces concepts sont profonds, mais loin d'être étrangers au quotidien, bien au contraire. Ils expliquent avec clarté ce qui se passe dans une dispute sur la route, un conflit amoureux, une crise d'angoisse, ou ce moment où l'on sent qu'on va se perdre en soi-même. Ce que Jung a révélé, ce sont des cartes pour explorer ces territoires invisibles. Mais lire ces cartes demande de l'entraînement, de la clarté intérieure. Et c'est précisément pour cela que, parfois, la meilleure façon de comprendre ce qui se passe en soi, c'est d'observer quelqu'un qui a su traverser le chaos extérieur avec maîtrise. Imaginez quelqu'un confronté à l'extrême, quelqu'un qui a vécu des situations où la moindre distraction coûtait tout, où hésiter n'était pas permis, quelqu'un qui, dans des duels décisifs, devait garder un esprit parfaitement clair, car toute oscillation mettait sa vie en jeu. Cet homme a existé. Et il a laissé des enseignements qui ont traversé les siècles, les langues, les doctrines. Son nom était Miyamoto Musashi, un guerrier errant du Japon féodal, qui a participé à des dizaines de duels où l'erreur n'avait pas sa place, et qui, plus tard, s'est retiré en silence pour écrire une œuvre qui ne parle pas seulement de victoire, mais enseigne comment garder son calme dans n'importe quel conflit. Ce que Musashi a découvert sur le champ de bataille, dans le corps comme dans l'esprit, résonne de manière frappante avec la psychologie de Jung. Bien qu'ils soient séparés par le temps, la culture et la langue, tous deux parlent du même combat, celui qui ne se livre pas à l'extérieur mais à l'intérieur de nous. Et c'est peut-être dans cette rencontre inattendue entre un maître de l'âme et un maître de la voix que nous pouvons découvrir l'origine véritable du calme. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans deux mondes qui se rejoignent, la pensée psychologique de Carl Jung et les 4 principes d'action transmis par Miyamoto Musashi. Ce sont distance émotionnelle, conscience anticipatrice, respiration stratégique et action avec intention. Comprendre ces principes change la manière dont vous affrontez les conflits, car lorsqu'ils deviennent des pratiques, le calme cesse d'être une exception et devient un choix. Mais qui était Musashi et pourquoi son exemple est-il essentiel ici? Né à une époque marquée par des conflits constants, Miyamoto Musashi a grandi dans un monde où la discipline, la stratégie et le silence comptaient plus que n'importe quel discours. Très jeune, il parcourt le Japon comme un vagabond armé, affrontant des adversaires de différentes écoles, avec des styles variés, mais toujours avec la même clarté dans le regard. Il n'était pas là pour vaincre, il était là pour comprendre, pour tester ses propres limites, et peu à peu s'en libérer. Musashi n'était pas poussé par la gloire ni la renommée. Il évitait la noblesse, refusait les titres, dormait dans des grottes, s'entraînait seul. Tout en lui était essentiel. C'était comme s'il cherchait, dans chaque duel, quelque chose qui allait au-delà du résultat. Il ne s'agissait pas de montrer sa force, mais de trouver la précision. Cette quête l'a accompagné jusqu'au bout. Lorsqu'il n'avait plus rien à prouver, il a écrit. Et ce qu'il a écrit n'était pas un simple manuel de technique, c'était un traité sur la clarté intérieure. Le « Livre des 5 anneaux » est une œuvre à plusieurs niveaux. En surface, c'est un texte sur le combat, mais en profondeur, c'est une philosophie pratique sur comment rester centré, même quand tout autour vous pousse à la précipitation, à l'agression ou à l'orgueil. C'est pour cela que Musashi importe ici. Pas parce qu'il s'est battu, mais parce qu'il a compris ce que signifie rester entier face au conflit, parce qu'il a découvert que ce n'est pas l'arme qui décide de l'issue, mais l'état de présence
de celui qui la tient. Et cette capacité à soutenir la conscience quand tout tend à se briser, c'est précisément ce que Jung appelait le véritable travail intérieur. Intégrer les contraires, garder l'axe, traverser son propre chaos sans s'y perdre. Musashi est bien plus qu'un personnage historique. Il incarne l'archétype du guerrier conscient, un symbole vivant de celui qui est allé jusqu'au bord de la tension et en est revenu avec de la sagesse, pas des blessures. Son héritage ne réside pas seulement dans les récits sur lui, mais dans les principes qu'il a transmis, des principes qui nous parlent directement de comment garder son calme, même dans les moments les plus critiques. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Le premier principe est la distance émotionnelle, la capacité d'observer une émotion sans s'y confondre, être présent dans la chaleur du conflit sans s'y perdre. Une histoire transmise par des moines dans l'arrière-pays japonais raconte qu'un jeune sabreur ayant appris que Musashi passerait par son village s'est préparé de manière obsessionnelle pour le défier. Il s'est entraîné jour et nuit à affûter sa lame, répéter chaque geste devant le miroir de l'eau. Le moment venu, il l'attendait en position, les yeux écarquillés, le souffle court. Musashi, lui, est arrivé d'un pas tranquille, sabot de bois, sans aucune tension visible dans le corps. La foule s'est écartée, le silence est tombé. Le jeune homme a serré les dents. Il transpirait. Le moment qu'il avait imaginé tant de fois était là, et en lui un volcan grondait. Musashi l'a regardé quelques secondes, comme on lit un livre déjà connu. Et avant même que le premier coup ne soit porté, le combat était terminé. Car tandis que le jeune homme était prisonnier de sa propre colère, Musashi l'observait de l'extérieur. Il voyait la peur derrière l'agressivité. Il voyait la vanité mêlée à la volonté de prouver quelque chose. Il voyait surtout l'instabilité, et lui-même ne ressentait rien de cela. Il était là, juste là, pleinement présent. C'était sa véritable supériorité. Voilà l'essence de la distance émotionnelle. Être face à l'émotion sans s'y identifier. Voir la colère sans devenir colère. Ressentir la peur sans s'y abandonner. La différence entre dire « je suis en colère » et « je suis la colère » peut sembler mince, mais elle trace la ligne entre perdre pied et garder l'équilibre, à l'extérieur comme à l'intérieur. Musashi n'était pas insensible. Il ressentait, mais il ne réagissait pas dans l'impulsion. Il observait. Et dans cette observation, il créait de l'espace. Un intervalle entre le stimulus et la réponse, où naissait la possibilité de choisir. Cet intervalle, c'est ce que Jung appelait la fonction transcendante de la conscience, ce point où l'ego ne fusionne pas automatiquement avec le contenu psychique, mais garde assez de recul pour percevoir, réfléchir, agir avec intention. La plupart des gens, lorsqu'ils entrent en conflit, disparaissent dans leurs propres émotions. Ils perdent le fil, le contrôle, la mesure. C'est comme si leur corps était traversé par une force étrangère, et c'est bien le cas. Des complexes émotionnels, comme les appelait Jung, prennent le dessus lorsque la conscience n'est pas entraînée, et sans cet espace intérieur, le conflit devient un miroir déformant. Vous ne luttez plus contre l'autre, mais contre vous-même, sans en avoir conscience. Musashi s'entraînait pour cet espace. Il coupait du bois, dessinait des oiseaux, observait les feuilles dans le vent, méditait dans le silence absolu. Tout cela était préparation, pas pour l'impact, mais pour ce qui le précède, pour que, lorsque la tension surgirait, sa présence soit plus forte que n'importe quelle émotion capable de dicter ses gestes. La distance émotionnelle n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise. Et la maîtrise n'est pas de la répression, c'est de la conscience. Quand vous ressentez tout, et pourtant restez lucide, quand l'émotion vous traverse comme le vent dans les arbres et que vous écoutez, comprenez, sans vous briser. La distance émotionnelle, c'est savoir ressentir sans se perdre dans ce qu'on ressent, ne pas devenir la colère provoquée par l'autre, ni laisser la peur parler à votre place. C'est rester présent, même quand tout semble vouloir vous faire sortir de vous-même. Dans le quotidien, cela veut dire quelque chose de très simple. Avant de réagir, percevez. Plutôt que crier, vous respirez. Vous prenez un pas de recul, pas physiquement, mais intérieurement. Vous sentez ce qui monte, mais vous ne répondez pas dans la précipitation. Imaginez que vous faites un pas en arrière à l'intérieur. Visualisez l'émotion comme une vague, et vous, comme celui qui l'observe depuis le rivage, pas celui qui s'y jette sans réfléchir. Parfois, il suffit de 10 secondes. Une pensée lucide avant l'action, et c'est là que naît le choix. Vous êtes en colère? Reconnaissez-le, je ressens de la colère.
Rien que cela change la donne. Vous n'êtes pas la colère, vous l'éprouvez. Et lorsque vous voyez l'émotion, vous commencez à choisir quoi en faire. Cela vaut pour tout. Une discussion difficile, un message qui vous irrite, une critique qui vous blesse. Quand vous créez cet espace entre ce que vous ressentez et ce que vous faites, vous commencez à prendre un vrai contrôle. Et alors, vous pouvez agir avec calme, avec fermeté, avec intention. C'est ce que faisait Musashi. Et c'est ce que vous pouvez commencer à faire, un choix à la fois. Le deuxième principe est la conscience anticipatrice, la capacité de percevoir ce qui va se produire avant que cela n'arrive. Préparer son esprit avant que l'environnement ne l'impose. Anticiper le terrain émotionnel, non par peur mais par attention, savoir ce qui se répète, et arriver calme avant que la tension ne monte. Musashi était connu pour arriver en retard à ses duels. Mais ce n'était pas de la négligence, c'était un choix. Souvent, il se faisait attendre pendant des heures, et ce qu'il faisait pendant ce temps faisait déjà partie du combat. Tandis que l'adversaire brûlait de l'intérieur, noyé dans l'attente, Musashi se préparait autrement. Il se vidait. Il marchait seul, respirait avec régularité, repassait mentalement les schémas du type d'adversaire qu'il allait affronter. Il n'avait pas besoin de connaître l'autre. Il lui suffisait de savoir comment des émotions comme l'anxiété, l'orgueil et la peur influencent les gens, et comment lui-même réagissait à cela. Cette anticipation ne visait pas à prédire l'avenir. Elle visait à reconnaître les répétitions. Que fait l'autre quand il est sous pression? Et moi, que répétais-je quand je me sens menacé, irrité, dévalorisé? Cette lecture vaut pour toutes les situations humaines, y compris les nôtres. Pas besoin d'une arène pour appliquer ce principe, juste d'attention. Aujourd'hui, cela s'appelle intelligence émotionnelle, alliée à une vigilance stratégique. Vous avez un échange tendu à venir, un affrontement inévitable. Plutôt que d'espérer que tout se passe bien ou d'imaginer déjà le pire, faites comme Musashi. Observez calmement ce qui est devant vous. Comment cette personne réagit-elle habituellement lorsqu'elle est contredite? Quels signaux vous a-t-elle déjà donnés ces derniers temps? Et vous, quel est votre réflexe quand vous vous sentez attaqué, rabaissé, sous pression? C'est ça, anticiper avec conscience. Ce n'est pas imaginer des catastrophes. C'est reconnaître les schémas existants et se préparer intérieurement à ne pas y retomber. Et si une pensée vous traverse, et si ça m'angoisse encore plus de me préparer ainsi, la réponse est simple. L'anxiété grandit dans l'ombre, pas dans la clarté. Quand vous anticipez de la bonne manière, avec présence et intention, ce qui émerge, c'est la stabilité, pas la peur. Vous ne répétez pas un désastre, vous cultivez un ancrage. Musashi ne devinait pas ce qui allait arriver. Il savait simplement observer. Il voyait avant, parce qu'il regardait vraiment. Et celui qui regarde vraiment agit mieux. Et celui qui agit mieux évite presque toujours ce qui semblait inévitable. Le troisième principe est la respiration stratégique. L'usage conscient de la respiration pour stabiliser le corps, apaiser l'esprit et garder le cap quand tout autour appelle à l'urgence. Musashi ne se précipitait jamais. Même lorsque l'affrontement était inévitable, même quand la tension emplissait l'espace, il bougeait avec un calme presque déconcertant. Le corps stable, le regard centré, le rythme intérieur intact. Ce calme n'était pas un style, c'était une technique. Musashi respirait de façon délibérée, inspirait profondément, expirait plus lentement qu'il n'inspirait. Il utilisait le rythme de l'air comme encre, comme axe, comme bouclier invisible. On raconte qu'il suivait un schéma qui, plus tard, serait identifié comme une respiration diaphragmatique au rythme contrôlé. Aujourd'hui, la science sait ce que cela provoque. Activation du système parasympathique, ralentissement du cœur, baisse d'adrénaline, retour de la clarté mentale. Mais Musashi n'avait pas besoin d'études. Il le sentait dans son corps. Il savait que pour maîtriser l'épée, il fallait d'abord maîtriser sa propre présence. Quand tout appelait à l'attention, il expirait lentement. Quand la peur tentait de s'imposer, il gardait le souffle fluide. Et ainsi, tandis que l'autre luttait contre son propre déséquilibre, Musashi, lui, était déjà rassemblé. Cette technique est simple, mais son impact est profond. Aujourd'hui, au lieu de duels physiques, nous affrontons des tensions émotionnelles, disputes, surcharges, pression, urgence. Et la première chose qui se perd dans ces moments-là, c'est la respiration. Elle devient courte, bloquée, rapide. Et lorsque cela arrive, le corps croit être attaqué,
même si le danger est juste un message, une attente, un ton de voix. C'est pourquoi entraîner sa respiration est bien plus qu'une pratique de bien-être. C'est une stratégie de survie psychique. Voici comment cela fonctionne. Quand vous sentez l'émotion monter, arrêtez-vous. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Expirez en comptant jusqu'à 6. Répétez 3 ou 4 fois sans vous presser, sans chercher à paraître calme. Contentez-vous de sentir l'air vous ramener ici. Ce rythme respiratoire envoie un signal direct à votre système nerveux. Tout est sous contrôle. Et quand le corps y croit, l'esprit revient à sa place. Les pensées ralentissent. L'impulsivité s'efface. Et vous retrouvez votre centre, non pas par miracle, mais par technique. Musashi respirait pour garder le rythme au cœur de l'attention. Vous pouvez faire de même dans un embouteillage, avant de répondre à une critique, pendant une réunion difficile, ou après une nouvelle bouleversante. C'est le troisième principe. Utilisez la respiration comme instrument de présence. Un petit geste, répété avec intention, qui transforme votre façon de traverser les conflits. Car celui qui respire avec conscience répond avec lucidité. Le quatrième et dernier principe est l'action avec intention, agir par choix conscient et non par impulsion. Entrez dans un conflit uniquement si c'est nécessaire et avec une raison claire, pas pour prouver quelque chose, pas pour gagner par orgueil, mais pour défendre ce qui est essentiel. Musashi comprenait cela profondément. À un moment de sa vie, il a commencé à refuser les combats, non parce qu'il avait perdu en force, mais parce qu'il avait gagné en direction. Lorsqu'un jeune guerrier arrogant et avide de reconnaissance tenta de le provoquer en pleine place publique, Musashi se contenta de regarder, d'écouter, puis tourna les talons. Il ne réagit pas, ne tomba pas dans le piège, parce qu'il savait que s'il agissait pour flatter son ego, il aurait déjà perdu avant même d'avoir commencé. C'est cela, avoir un but, savoir pourquoi vous agissez et choisir si cela vaut vraiment la peine. Jung disait que lorsque l'ego commande, on agit pour défendre une image. Mais quand c'est le soi qui guide l'action, elle vient d'un lieu plus profond, un lieu qui n'a pas besoin de gagner pour exister, seulement d'être fidèle à ce qui compte. Musashi n'était pas passif, mais il n'était pas non plus impulsif. Il se déplaçait avec précision. Il combattait quand il y avait quelque chose à protéger, un principe, une limite, une vérité. Et quand il n'y avait rien de tout cela, il ne combattait pas, parce que le silence parfois est plus tranchant que le coup. Appliquer cela aujourd'hui est crucial. Combien de fois réagissez-vous par vanité? Combien de fois entrez-vous dans une dispute juste pour avoir raison, pour ne pas paraître faible, pour gagner? Et au final, vous gagnez quoi? Agir avec intention, c'est se rappeler du pourquoi avant de faire le comment. C'est répéter mentalement ce que vous voulez préserver dans cette situation. Cela peut être votre paix, vos limites, votre dignité ou votre lien avec quelqu'un. Avoir cela en tête avant d'agir change tout. Concrètement, cela donne ceci. Demandez-vous « Pourquoi est-ce que je veux dire ça ?» Puis respirez. Si la réponse est « Pour montrer » ou « Pour vider mon sac », il vaut peut-être mieux se taire. Mais si la réponse est « Pour clarifier », pour protéger, pour défendre ce qui est juste, alors allez-y. Musashi savait que la vraie force ne réside pas dans le fait de répliquer, mais dans la capacité à choisir quand cela en vaut la peine, et quand l'action est nécessaire, agir avec une clarté totale sur ce qui est en jeu, une présence qui ne se laisse pas happer par l'émotion du moment, qui n'agit pas pour nourrir l'ego, mais pour maintenir ce qui a du sens. Musashi savait que la vraie bataille ne se joue pas dans les duels, mais face aux monstres intérieurs. Musashi passa une grande partie de sa vie en silence, non par timidité, mais par lucidité. Il savait que le véritable ennemi ne crie presque jamais. Il s'entraînait seul, parlait peu, s'isolait. Ce n'était pas de la fuite, c'était du focus. Quelque chose en lui avait besoin d'être écouté, et cela ne se manifestait pas en surface. Aucun guerrier ne peut remporter autant de combats ou écrire une œuvre comme le livre des 5 anneaux sans avoir affronté ses propres fantômes. Musashi l'a fait loin des projecteurs. Cela se lit entre les lignes de ce qu'il a écrit, dans ses peintures qui contrastent avec l'épée, dans la solitude qu'il a choisie, même lorsqu'il aurait pu avoir un statut ou des disciples. Jung appelait cela l'affrontement avec l'ombre. Tout ce que l'ego ne veut pas voir, peur, vanité, pulsion refoulée. Ce n'est pas de la malveillance, c'est ce qui a été nié. Et plus vous le cachez, plus cela revient sous forme de colère, de peur ou de besoin de contrôle. Musashi ne fuyait pas cela. Il allait vers.
Il combattait moins les autres que ce qu'il y avait en lui qui voulait prouver, vaincre, briller. À chaque duel, il coupait moins l'adversaire, et davantage l'excès en lui-même. Chaque silence était un affrontement, chaque retrait, une victoire sur l'ego. Jung disait, « Grandir, c'est intégrer l'ombre, regarder ce qui dérange, assumer ce qu'on projette. » Musashi a vécu cela à sa manière, sans mots, mais par le geste. Et il a montré que la vraie force ne vient pas de ce qu'on gagne à l'extérieur. Elle vient du moment où l'on cesse de fuir à l'intérieur. Il y a un moment où l'épée cesse d'être le symbole du combat. Elle représente toujours la coupure, oui, mais non pas de chair, plutôt des illusions, des excès, des identités fabriquées. Pour Musashi, cette transition n'était pas une idée. Elle s'est faite avec le temps, dans l'usure de la répétition, dans la prise de conscience que lutter contre le monde ne suffisait pas sans clarté intérieure. Quand Jung parlait d'individuation, il ne parlait ni de développement personnel ni d'un idéal psychologique romantique. Il nommait un processus réel, dense, souvent inconfortable, l'effort continu pour devenir qui l'on est vraiment. Non dans un sens social ou idéalisé, mais dans l'intégration profonde entre lumière et ombre, entre raison et instinct, entre ce qui a été accepté et ce qui a été rejeté. Un processus fait d'affrontements, de pertes, de silence et de reconstruction. Musashi a vécu cela dans sa chair. À chaque combat, quelque chose en lui tombait. L'image de soi, l'orgueil, le personnage. Il a fini par comprendre que la force la plus dangereuse n'était pas en face, mais en lui, dans les élans mal reconnus, les désirs camouflés, les émotions qui surgissent quand tout se tend. Il ne s'agissait plus de vaincre quelqu'un, mais de ne pas trahir ce qu'il avait déjà conquis en lui. L'individuation, c'est cela, une guerre invisible qui transforme tout. Et dans ce chemin-là, il n'y a pas de garantie. Il ne s'agit pas de devenir parfait, mais de devenir entier. De ne plus dépendre de l'approbation extérieure pour se sentir réel. Musashi, en quittant la scène des affrontements publics pour créer, écrire, méditer en silence, vivait exactement cela. Il ne s'est pas effacé, il s'est réorganisé. Jung disait que le soi, ce centre plus vaste de la psyché, ne se révèle que lorsque l'ego s'incline, quand l'ego comprend qu'il n'est pas le roi, mais le serviteur. Musashi, avec tous ses accomplissements, semblait avoir saisi ce point. À la fin de son parcours, il n'avait plus rien à prouver. Aucun applaudissement ne pouvait le déstabiliser, aucune critique ne pouvait l'atteindre. Ce genre de solidité ne vient pas de l'extérieur, il vient de la traversée. Et chacun de nous, à sa manière, devra un jour la faire. Il fut un temps où l'on sollicitait Musashi pour impressionner. Son nom portait du poids, et beaucoup voyaient en lui l'incarnation parfaite du guerrier invincible. Mais au lieu de se nourrir de cette image, il commença à s'en détacher. Il refusa des invitations, évita les démonstrations publiques, abandonna même les titres qui l'entouraient. C'était comme s'il avait compris que plus il alimentait cette figure idéalisée, plus il s'éloignait de lui-même. Jung appellerait cela une rupture avec la persona. La persona, en psychologie analytique, est le masque que nous portons pour interagir avec le monde. Une construction sociale, fonctionnelle, parfois même nécessaire, mais qui devient dangereuse lorsqu'elle est confondue avec l'identité réelle. Quand on s'identifie trop à ce rôle, on commence à réagir non pas selon ce que l'on est, mais selon ce que l'on croit devoir être. Et dans ce jeu-là, la spontanéité s'éteint. L'âme se rétrécit. Musashi l'a compris très tôt. Il savait que réagir pour préserver une image était une forme déguisée de faiblesse. Car celui qui vit à travers son rôle agit par défense, non par choix. Il reste prisonnier du regard des autres. Il réagit par vanité, par peur de décevoir, par besoin de se valider. À ce stade, la réactivité cesse d'être une réponse à la réalité et devient un maintien du personnage. Le vrai calme exige une rupture avec cette dépendance. Il demande que l'on se voie de l'intérieur, au-delà de la performance, qu'on arrête de se battre pour une fierté blessée, qu'on ne se confonde plus avec le rôle du fort, du sage, du supérieur, car tous ces archétypes, s'ils ne sont pas traversés, deviennent des prisons. En s'éloignant du centre de l'attention, Musashi se rapprochait de lui-même. Il laissa la persona publique se dissiper. Il s'autorisa à être simplement un homme qui pense, qui observe, qui ressent, qui inspire profondément avant d'agir, qui écoute ce qui vit en lui avant de lever l'épée, ou de choisir de ne pas la lever. Ce geste qui peut ressembler à une renonciation est en réalité une preuve de maturité.
C'est le moment où la réactivité laisse place à la présence, où la réponse ne vient plus du rôle attendu, mais du centre déjà éveillé. Dans de nombreux récits qui ont survécu à son sujet, un élément ressort toujours, le silence. Non seulement le silence du corps immobile, mais celui de l'esprit qui ne s'emballe pas. Le calme qui n'est pas l'absence de pensée, mais la pleine présence dans chaque geste. L'état de celui qui ne cherche plus à contrôler, car il habite déjà le centre de son propre mouvement. Musashi dessinait des oiseaux, il peignait des bambous, il observait la lumière traverser les feuilles. Il passait de longs moments en contemplation, apparemment sans rien faire. Mais ce n'était pas de la fuite, c'était de la préparation, une manière de vider son esprit du bruit pour entendre ce qui comptait vraiment. Ce type d'esprit libre de distraction et de brouhaha est décrit dans les traditions orientales comme l'esprit zen, un état qui ne cherche ni explication ni réponse immédiate, juste la présence. Ce n'est pas de la passivité, mais une disponibilité sans tension, comme l'eau qui s'adapte sans se déformer. Jung, bien qu'occidental, fut fasciné par ce type de conscience. Il voyait dans la pensée orientale ce que la psychologie moderne avait encore du mal à nommer, une forme de savoir qui ne passe pas par le langage, une sagesse silencieuse qui émerge lorsque l'ego se tait. Il comprenait que le soi, ce centre profond de la psyché, se manifeste mieux dans cet état. Quand l'esprit de l'ego se calme, le soi peut parler. Musashi habitait cet espace. Il n'était pas seulement un stratège, il était artiste, méditant, observateur de l'impermanence. Sa force venait de sa capacité à supporter le silence sans inconfort, à agir seulement quand l'action était inévitable, à rester immobile, non par peur, mais par maîtrise intérieure. Cette connexion au vide créatif donnait à sa présence une densité que personne ne pouvait imiter. Ce n'était pas du talent, c'était de la discipline intérieure, le fruit d'un esprit libéré de la précipitation, du vacarme, du besoin de prouver quoi que ce soit, pour simplement être là, entier. Et cette entièreté, cet esprit qui respire avec le corps et le monde autour, c'est l'essence d'un cœur centré. C'est là que naît la réponse juste, là où le conflit ne déstabilise pas, là où le calme n'est plus une technique, mais un état naturel. On a tendance à voir le conflit comme une perturbation, comme ce qui interrompt le chemin, qui dérange la routine, qui menace l'équilibre. Mais pour Jung, le conflit n'est pas un bruit parasite, c'est un message. C'est l'exact point de collision entre deux parties de la psyché, et si l'on sait le travailler, il peut se transformer. Musashi semblait comprendre cela sans avoir besoin de mots. Il n'évitait pas les confrontations, mais ne les recherchait pas non plus. Il les affrontait avec présence, avec clarté, comme s'il savait que chaque tension apportait un miroir, quelque chose à révéler, quelque chose à traverser. Son parcours ne fut pas une démonstration de force, mais un processus de taille. Chaque conflit vécu était en réalité une opportunité d'intégration. Et c'est la clé que Jung tend à celui qui observe avec profondeur. Ce qui nous irrite, nous blesse ou nous déstabilise contient un appel, un accès à la part de notre conscience encore fragmentée, une porte directe vers l'ombre et avec un peu de chance au-delà. Quand Musashi reculait face à une provocation vide, il disait « Ce conflit n'est pas le mien ». Quand il acceptait l'affrontement, c'était avec un but. Quand il se taisait, ce n'était pas de l'évitement, c'était de l'écoute. Il utilisait le conflit comme mesure, comme outil, comme marche. Jung disait que la croissance psychologique naît de la tension des contraires. Sans tension, pas de vrai mouvement. Et sans conflit, pas de tension. C'est pourquoi les moments où l'on se sent le plus ébranlé sont aussi ceux qui révèlent le plus qui nous sommes, à condition de ne pas fuir, à condition de traverser. Le calme alors n'est pas l'absence de conflit. C'est l'aptitude à le traverser sans perdre son centre. C'est regarder la friction avec un regard stable, une respiration posée, un but clair. Ce n'est pas répondre par réflexe, mais par choix. C'est comprendre que chaque affrontement est aussi une chance de réunir en soi des parties encore séparées. Les principes que nous avons traversés ici, distance émotionnelle, conscience anticipatrice, respiration stratégique, action avec intention, ne sont pas des techniques. Ce sont des couches d'un même éveil, la prise de conscience que le calme n'a jamais été une affaire de contrôle du monde extérieur. C'est reconnaître que vous êtes déjà le lieu où le silence existe. Musashi a tranché des ennemis, Jung a tranché des illusions. Mais tous deux ont atteint la même vérité. Le conflit le plus important n'est pas celui que vous menez contre le monde,
c'est celui que vous clôturez en vous. Et quand cela se produit, l'épée peut tomber, car la seule victoire qui compte a déjà été remportée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire juste en bas. Je choisis de rester calme. Comme ça, je saurai que vous êtes resté jusqu'au bout et que ce contenu vous a parlé. Et si vous voulez aider cette chaîne à aller encore plus loin, cliquez sur le bouton Merci juste en dessous. Ce soutien financier rend possible la création de contenus profonds, pensés avec soin, recherche et intention. Chaque contribution compte et garde cette conversation vivante. Merci d'être là. À bientôt pour une prochaine vidéo.